Non, nous allons écouter la chronique passionnante de Merde. Jérôme, la chronique Ticket to Teach, qu'on attend chaque semaine avec impatience. Merci. Ça, c'est un lancement qui me convient mieux. Donc, Ticket to Teach. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger dans un type de jeu qui, ces dernières années, a révolutionné, je pense, l'expérience ludique avec les jeux Legacy. Alors, en réfléchissant il y a une dizaine de jours à la chronique, je pensais à la préhistoire des jeux Legacy et ça m'a amené à me rappeler des activités que je n'aimais pas beaucoup. Les lettracets, vous savez, les décalcomanies, ces transferts où il fallait frotter avec soin pour ne pas abîmer le motif ou peut-être pour ne pas oublier un doigt ou un pied. Et peut-être est-ce pour ça que je suis fasciné par les jeux Legacy où chaque décision laisse une empreinte, une marque indélébile. Sans qu'on ait d'ailleurs besoin d'un outil spécial pour bien coller. Donc cette fascination pour les jeux Legacy m'a amené à m'interroger sur des pratiques plus anciennes. Je me suis posé la question sur les mains négatives dans les grottes paléolithiques au Peshmer, là, par exemple, là, ces mains qui étaient faites. Est-ce que ça, c'est pas déjà de l'art, quelque chose qui participe du Legacy, un rituel au cours duquel finalement on laisse une empreinte durable. Mais plus récemment, les jeux Panini, les albums Panini, si ce n'était pas des formes primitives de jeux Legacy. Et on complétait nos pages à l'aide d'échanges, parfois stratégiques dans la cour de récréation. Et l'album, il évoluait au fil du temps. Et parfois, donc, on collectionnait des joueurs de foot, mais parfois, c'était des histoires. Et il fallait avoir les vignettes pour pouvoir progresser dedans. Une autre analogie, plus inattendue peut-être, les recettes de cuisine. Chaque ingrédient ajouté transforme définitivement le plat en cours de préparation. Et à la fin, on le mange. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, métaphoriquement, nous rapproche de ce qui est l'action du jeu Legacy qui, à la fin, il est consommé et on ne peut pas revenir en arrière. Il y a donc dans ces mélanges de choix, de l'anticipation et surtout de l'irréversibilité. Alors, d'où viennent les jeux Legacy? Qui sont-ils et comment ils peuvent enrichir nos pratiques pédagogiques? Plongeons ensemble, mon cher Nicolas, dans cette exploration passionnante. Il y a de la chance, Nicolas. Alors, J'ai porté mon maillot de bain. Mais je sais que tu aimes bien plonger, quelles que soient les conditions vestimentaires. Alors, l'histoire des jeux Legacy commence avec une idée presque oubliée. Rob Daviau, leur créateur, travaillait chez Hasbro alors, et il travaillait sur des adaptations de grands classiques. En 2008, il imagine une version du Cluedo où les parties s'enchaîneraient pour former une grande enquête. Ça commence sur une réflexion, il se dit, mais comment ça se fait qu'ils reviennent toujours au même endroit et personne ne se souvient que la dernière fois, c'était le professeur Moutarde, non, le colonel Moutarde qui avait tué. Pourquoi ils s'en souviennent pas? Et pourquoi on ne ferait pas un jeu où on garderait une trace permanente? Des pièces du plateau seraient scellées, il y aurait des nouveaux indices qui apparaîtraient, les suspects changeraient au fil du jeu. Alors ce concept, il ne va pas devenir un produit final, mais ça va inspirer chez Daviau une réflexion plus large, et si les jeux pouvaient évoluer de façon permanente. 3 ans plus tard, en 2011, cette idée prend forme avec le Risk Legacy, ce qui marque certainement la naissance des jeux Legacy, où chaque partie modifie irrémédiablement le matériel, les règles et l'histoire du jeu. Depuis, le genre n'a cessé de croître avec des titres marquants comme Pandémie, Pandémie Legacy, Gloomhaven. On pourra éventuellement discuter si Gloomhaven est un pur jeu Legacy, et surtout le plus célèbre, j'ai envie de dire, jeu Legacy, Le Dilemme du Roi. Alors comment définir un jeu Legacy, me demanderais-tu, Florine? Comment définir un jeu Legacy? Excellente question. Un jeu Legacy est un jeu qui évolue et se transforme de manière permanente au fil des parties. Voici ces 3 caractéristiques principales. 1. Des modifications irréversibles. Les joueurs et joueuses écrivent sur le plateau, ils collent des autocollants, ils détruisent des cartes et ils modifient ainsi définitivement le jeu. 2. Une progression narrative. Chaque partie fait avancer une histoire, souvent sous forme de campagne, et les choix des joueurs et des joueuses influencent l'histoire et sa conclusion. C'est ce qui fait que aussi, ce côté campagne, on accepte de mettre un billet de 40, je ne sais pas s'il existe les billets de 40 €, mais on accepte de mettre 50 €, 70 € sur un jeu auquel on ne va jouer qu'une fois. Et c'est souvent qu'ils ont, en fait, on va quand même y jouer une vingtaine, une trentaine d'heures, et quelque part, rapporter à d'autres jeux, ça peut créer un équilibre économique. 3. Cette dimension de l'impact à long terme. Contrairement aux jeux traditionnels où chaque partie est indépendante, les jeux Legacy créent une continuité. Ils encouragent les joueurs à s'investir émotionnellement et stratégiquement sur le long terme. Et il y a même une dimension ici de méta-jeu où on va penser
d'une partie à l'autre ce que l'on va faire. Et donc, c'est un jeu Legacy, quand on y joue, on est habité. Et c'est pas, on y repense souvent. Et quand il est bon, j'ai envie de dire. Alors, Rob Daviau résume bien l'esprit des jeux Legacy. Ce que vous faites aujourd'hui dans le jeu change ce que vous ferez demain. Quel jeu Legacy choisir alors ? Donc, merci de poser la question, Benoît. Quel jeu Legacy choisir, Jérôme ? Alors, parmi les jeux Legacy récents, le jeu, donc le Dilemme du Roi, de King's Dilemma, sorti en 2019, incarne, je pense, parfaitement ce genre et ce que le genre peut offrir de mieux. Chaque joueur incarne une famille influente dans un royaume fictif. On est un peu dans une ambiance Game of Thrones, ou peut-être plus exactement dans une ambiance Les Rois Maudits, parce que je pense qu'il y a moins la dimension fantastique que dans l'œuvre de Martin. Et donc, les joueurs, ensemble, doivent prendre des décisions collectives pour gérer le royaume, mais ces choix ont des conséquences souvent irréversibles, et ce sont des conséquences qui sont souvent contradictoires par rapport à nos intérêts personnels. Ce qui rend unique le jeu, c'est la dimension morale et stratégique des décisions. Faut-il privilégier la paix au détriment de la richesse, soutenir la population ou préserver les élites ? On a ces éléments qui, au-delà du choix moral, vont construire aussi notre progression et notre victoire dans le jeu. Les parties s'enchaînent, laissant des traces permanentes sur le royaume et sur les relations entre joueurs. Le jeu ici propose une expérience unique où le plateau et les règles évoluent, reflétant les choix collectifs, mais aussi les intérêts individuels de chacun. Donc en formation, effectivement, je détourne ces mécaniques de base pour servir mes objectifs pédagogiques. Et là, justement, on pourrait se demander, mais comment intégrer les jeux Legacy dans un contexte pédagogique ? Je le fais. Non, ça va. Et donc, parce que je trouve qu'il s'y prête très bien. Et si le jeu, on n'a pas été jusqu'au bout de la campagne, c'est dommage parce qu'il paraît qu'il y a un twist particulièrement intéressant en fin de partie. Ah mais vous pouvez jouer à fond si vous voulez. Hein. Mais c'est difficile, vu que c'est un jeu Legacy, quand on a commencé avec une table, c'est difficile de revenir en arrière et de dire... on peut virer une famille, je pense que ça se verrait pas. Ça ne se verrait pas. Donc ce jeu-là, moi je le trouve intéressant et je pense que les jeux Legacy, ils ont vraiment une place importante dans un contexte pédagogique. Parce que la structure, elle offre des opportunités, je pense, très intéressantes pour l'enseignement. Et j'en vois 4. Déjà, il y a cette idée de progression cohérente et immersive. Les jeux Legacy sont parfaits pour des expériences pédagogiques en plusieurs étapes. Et ça arrive souvent qu'on soit amené à présenter des mécanismes, des concepts en plusieurs étapes. Ici, chaque partie peut correspondre à une leçon, à un module, et les choix des apprenants, ils influencent les choix qu'ils vont faire, ça va influencer les leçons suivantes. Donc ça favorise un apprentissage narratif autour d'une idée centrale de la continuité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Et souvent, les étudiants, quand ils nous reprochent des choses, et c'est tout à fait légitime parfois, ils nous disent, d'un cours entre la partie 1 et la partie 2 de votre cours, on ne voit pas ce qui se passe et on ne voit pas forcément le lien. Avec une dimension centrée sur un jeu avec une mécanique de type de Dilemme du Roi, un jeu Legacy, ici, on crée de la cohérence. L'apprentissage par la conséquence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant. Donc, dans les jeux, en particulier donc le Pandémie Legacy, qui est aussi très intéressant parce que ça évolue et ce qu'on fait, ce qu'on développe à laboratoire ici, ça aura des conséquences peut-être dans 3 semaines ou dans 3 parties. Les décisions des joueurs, elles ont des répercussions durables. Et ça, c'est extrêmement important pour responsabiliser, pour donner aussi une valeur et pour enseigner des compétences en gestion de projet, en gestion de crise, en éthique, en résolution de problèmes. Et cet apprentissage, par conséquence, il me semble tout à fait central dans ce type de jeu. Outils de collaboration et de négociation. Souvent, ces jeux-là amènent à des débats, des négociations qui vont renforcer évidemment la capacité à argumenter et surtout à écouter et à chercher des compromis. Si je sais pas si un jour j'ai un coup de téléphone de notre président qui nous dit « J'aimerais bien composer un gouvernement, mais j'y arrive pas trop », peut-être que faire un jeu Legacy pour apprendre la vertu du consensus pourrait avoir son sens. T'as reçu l'appel ou... Non, toujours pas. Je laisse le téléphone parce que d'une minute à l'autre, je peux être Premier ministre. On peut passer un numéro vert. Peut-être partir pendant l'émission. Et enfin, c'est qu'on peut personnaliser l'apprentissage.
un jeu qui est un plus petit jeu, qui se joue, qui s'appelle Charterstone, qui est un excellent petit jeu. Chaque joueur construit et modifie un village qui se trouve sur une partie du plateau. On a un petit bout de carte et puis on construit notre petit village ici. Et ça, c'est intéressant parce que chacun va aller à son rythme. C'est un peu comme dans une partie de StarCraft où on ne se ferait pas attaquer par les autres. Le principe de Charterstone. Et ça, c'est donc cool. on construit un peu notre village des Schtroumpfs sans Gargamel, justement, et chacun est dans son coin et fait un petit peu ce qu'il veut, mais à un moment, on va devoir avoir des interactions. Et cette dimension-là permet aussi de pouvoir une personnalisation et de prendre, choisir un peu la façon dont on va jouer et gagner dans le jeu. Et ça, c'est, je pense, intéressant toutes ces raisons sont intéressantes d'un point de vue pédagogique. Et souvent, j'aime bien avoir une lecture un peu philosophique. Ce qui m'amènerait certainement à m'auto-poser la question, mais qu'en disent les philosophes, Jérôme? Parce que c'est une autre façon de jouer. Oui, je suis influencé par Émeric Lompré, ça devient une catastrophe. Ah oui, tu fais bien avec Lompré. Ouais, faut que j'arrête parce que je vais avoir des problèmes et du coup, je ne vais plus être Premier ministre. Donc, même ça, il pourrait le dire, j'ai l'impression. Donc, les jeux Legacy incarnent une réflexion sur le temps et sur l'irréversibilité. Et ça, les philosophes, évidemment, ils s'intéressent. Et quand on parle de temps, on pense tout de suite à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, bien sûr. Et donc, ils traduisent en ludique ce que Paul Ricoeur appelle la mise en intrigue, une manière de donner du sens aux événements dans une temporalité qui est linéaire. Il pose ainsi des questions anthropologiques fondamentales. Comment la mémoire, les choix et la collaboration façonnent-ils nos récits communs? Les traces laissées dans un jeu Legacy, écrire sur le plateau, détruire une carte, sont autant de métaphores des rites humains où chaque décision marque un avant et un après. Comme le souligne Johan Huizinga dans Homo Ludens, jouer est une forme essentielle d'interaction humaine. Et les jeux Legacy, par leur exigence narrative et collaborative, rappellent que jouer, c'est réfléchir au collectif, au partage et aux conséquences de nos actes. En conclusion, les jeux Legacy ne sont pas seulement des outils En conclusion, les jeux Legacy ne sont pas simplement des outils de divertissement. Ils sont des miroirs de nos propres récits. En nous confrontant à l'irréversibilité de nos décisions et leurs conséquences durables, ils nous invitent à réfléchir au sens du temps, à la mémoire et à l'importance du collectif. Dans un monde en constante évolution, ils nous rappellent que chaque voix compte, que chaque trace laissée dans le jeu ou dans la vie contribue à façonner l'histoire. Que ce soit pour apprendre, collaborer ou simplement jouer, les jeux Legacy nous montrent que, comme dans une bonne intrigue, ce qui importe, ce n'est pas seulement la destination, mais le chemin parcouru et les liens tissés en cours de route qui comptent. Je ne sais plus où s'arrêter ma phrase. Merci beaucoup, Jérôme.